La discipline dans l'entreprise. Comme vous le savez, on en a déjà parlé ensemble, lorsqu'un employeur devient employeur, on lui donne 3 pouvoirs. Le premier pouvoir, c'est le pouvoir de direction, c'est-à-dire que c'est lui qui choisit la manière avec laquelle il veut diriger son entreprise. Deuxième pouvoir, le pouvoir réglementaire, c'est-à-dire que c'est à l'employeur d'édicter les règles pour son entreprise. Et enfin, troisième pouvoir, le pouvoir disciplinaire, c'est-à-dire le droit d'encadrer la discipline dans son entreprise. Certaines normes concernant la discipline sont dans le Code du travail, d'autres sont dans votre convention collective et d'autres sont dans le règlement intérieur de l'entreprise. On va s'intéresser à ces 3 sources-là. Premièrement, le Code du travail. Le Code du travail, il nous intéresse pour 2 choses. La première, pour les délais. Le Code du travail, il dispose que dès lors que l'employeur a connaissance d'une faute, quand il en a connaissance, il a 2 mois pour engager une procédure disciplinaire. Par exemple, si vous faites une faute le 1er avril, mais que l'employeur n'en est informé que le 15 mai, alors le délai de 2 mois ne commence à courir qu'à compter du 15 mai. En matière de délai, un deuxième, votre dossier disciplinaire ne peut exister que pendant 3 ans. C'est-à-dire que si vous faites une faute en 2022, on ne peut pas vous dire « oui, mais tu avais déjà fait quelque chose de similaire en 2017 ». On a 3 ans pour récupérer les fautes entre guillemets, donc retenez que votre dossier disciplinaire vit 3 ans. Donc première chose du Code du travail, c'est délai 2 mois et 3 ans. Deuxième chose intéressante que nous dit le Code du travail, il nous dit que lorsqu'on va retenir à l'encontre du salarié une sanction disciplinaire qui peut en fait avoir un impact, un effet sur son contrat de travail, soit sa suspension, soit sa rupture, alors on doit le convoquer à un entretien préalable pour lui parler de cette sanction. Ça, c'est ce que nous dit le Code du travail. Donc vous voyez, en termes de délai et en termes d'entretien préalable, on est bien encadré. Après, on a le poids de la convention collective. La convention collective, elle peut prévoir des dispositions particulières. Par exemple, elle peut tout à fait prévoir qu'au-delà de plusieurs avertissements, on peut aller vers un licenciement. Elle peut prévoir une échelle des sanctions. Elle peut prévoir plusieurs choses relatives à l'échelle même des sanctions en entreprise. Et troisième source, on l'a vu, le règlement intérieur. Le règlement intérieur, c'est en fait un document que les entreprises doivent avoir dès lors qu'elles ont 50 salariés pendant 1 an. Sachant que, je le précise quand même, on peut très bien avoir un règlement intérieur même si on a moins de 50 salariés. Moi, je vous conseille d'avoir ce genre de document parce qu'en fait, c'est un document qui va parler discipline, mais aussi santé, sécurité, hygiène, conditions de travail. Vous voyez, par exemple, je sais pas, où est-ce qu'on peut prendre les pauses, qu'est-ce qu'on a comme règles non écrites dans l'entreprise qu'on vient écrire. Enfin, vous voyez, ça sert vraiment à cadrer tout ce qui n'est pas ni dans le Code du travail, ni dans la convention collective, mais qui peut avoir un intérêt. Vous voyez, par exemple, les retards, la tenue vestimentaire. On peut prévoir tout un tas de choses. Ce règlement intérieur, il est très important puisque vous l'avez compris, dès 50 salariés, je dois en avoir un. Ok ? Alors, le règlement intérieur, c'est pas un truc qu'on va écrire comme ça sur un bout de table et qu'on va garder pour nous. Pour qu'il soit valable, il doit respecter une vraie procédure. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir sur notre site, on avait fait une vidéo à ce sujet-là. Et donc, du coup, le règlement intérieur, lui, il doit prévoir l'échelle des sanctions. Et il doit prévoir, bien évidemment, les conditions d'entretien préalable, comment peut être assisté le salarié, etc. Ça veut dire que si j'ai plus de 50 salariés, mais que j'ai pas de règlement intérieur, que je l'ai pas fait, alors je ne peux pas sanctionner un salarié. Ça, c'est très important. Les juges le répètent tout le temps. En l'absence de règlement intérieur, si j'étais obligée d'en mettre un en place, alors j'ai plus rien droit de faire. Donc soyez vigilants. N'hésitez pas d'ailleurs à nous demander, on peut vous accompagner dans la rédaction de ce règlement intérieur. Et donc, on va regarder aussi quelque chose de très important. C'est-à-dire comment ça fonctionne dans les entreprises dans lesquelles j'ai pas de règlement intérieur. En fait, il faut savoir que du coup, on a en France une échelle des sanctions qui est possible. On a l'avertissement. L'avertissement, en gros, c'est une première sanction qui est assez mineure, c'est dire je t'avertis, faut pas refaire ça. Après, on a donc le blâme. Désolée, je bouge la tête comme ça, je recoiffe ma frange à chaque phrase. Magnifique frange. Et du coup, on a après le blâme. Le blâme, en gros, vous vous rappelez, c'est comme quand vous étiez petit et que vos parents disaient attention, je compte jusqu'à 1, 2, 3, c'est le blâme. En fait, c'est ça l'histoire. Après, vous avez aussi, donc ça, c'est des petites sanctions pour dire, en gros, je te tape sur la main, t'aurais pas dû faire ça, je te reprends. Ok ? Alors, pour l'avertissement, j'ai pas d'entretien préalable obligatoire. Par contre, pour le blâme, si jamais vous avez prévu dans votre règlement intérieur que ça pouvait avoir une incidence sur le contrat de travail, par exemple, je sais pas si vous avez marqué au bout de 12 blâmes, on peut aller vers un licenciement, faudra faire un entretien préalable. Après, on a donc ce qui va être mutation et rétrogradation. En fait, ça, ce sont des sanctions disciplinaires qui vont venir impacter la carrière du salarié. Une rétrogradation, c'est quand l'employeur décide comme sanction de vous changer de poste mais vers le bas, de vous donner moins de
moins, on va dire, de latitude d'action que vous en aviez avant. Donc ça, c'est la rétrogradation. La mutation disciplinaire, c'est un changement de poste, mais là, sur la même échelle. Ok, il n'y a pas forcément d'histoire d'aller vers le bas. Ce qu'il faut retenir, c'est que la mutation, elle peut aussi être géographique, ça c'est important. Et donc, vous voyez, quand on est sur ce genre de sanctions, on est clairement sur des sanctions qui peuvent avoir un impact donc sur la carrière du salarié. Donc là, bien évidemment, on fait un entretien préalable. On a une autre sanction disciplinaire qui s'appelle la mise à pied disciplinaire. Celle-ci, elle est encore plus intéressante parce qu'en fait, le Code du travail, lui, il dispose que pour pouvoir mettre une sanction disciplinaire, telle que la mise à pied disciplinaire, je dois avoir un règlement intérieur qui a prévu la durée maximum de la mise à pied disciplinaire. Si je ne l'ai pas, pas de mise à pied disciplinaire. La mise à pied, c'est donc cette sanction qui vient préciser que pendant un temps, eh bien, vous êtes exclu de l'entreprise sans rémunération. D'accord? Normalement, c'est quelques jours et donc vous perdez le salaire sur ces quelques jours-là. Donc on voit, ça a quand même une incidence très importante donc du coup sur la carrière du salarié. Et après, du coup, on passe au licenciement, soit pour cause réelle et sérieuse, soit faute grave, soit faute lourde. Vous vous rappelez, sur TikTok, je vous avais fait plein de vidéos pour vous expliquer chacun de ces licenciements-là. Et donc, si la sanction que vous retenez, elle est de nature à avoir un impact sur la carrière du salarié, alors dans ces cas-là, on fait un entretien préalable, on convoque le salarié, on laisse un délai, etc. de nature à ce que le salarié puisse du coup se protéger. Faites attention, j'ai devant les yeux, là je vais vous lire les sanctions qui sont interdites, parce que souvent on connaît celles qui existent, mais on connaît moins celles qui n'existent pas. D'accord? Celles qui sont interdites. Déjà, les sanctions pécuniaires, c'est-à-dire tout ce qui a un rapport avec l'argent. Mettons, moi je sais pas, vous faites une erreur de caisse, ben on peut pas vous demander de réparer cette erreur de caisse en remboursant, ça marche pas. Donc sanctions pécuniaires interdites. Les sanctions basées sur un motif discriminatoire, donc origine sexuelle, origine ethnique, appartenance syndicale, appartenance politique, etc. Tout ça interdit bien évidemment. Les sanctions qui ont un lien avec le droit de grève ou le droit de retrait, bien évidemment. Les sanctions qui sont prises à l'encontre d'un salarié qui avait témoigné d'agissements immoraux ou qui a été victime ou témoin de harcèlement. Et ça, c'est très fort, il faut faire attention, puisque si vous avez alerté votre employeur sur des faits, on ne peut pas vous sanctionner parce que vous avez alerté. Donc en gros, ce que vous avez à retenir, il y a 3 sources. Le Code du travail, la convention collective, le règlement intérieur. Qui peut me sanctionner? L'employeur ou son représentant. Donc il faut voir qui a le droit en fait en gros de sanctionner les salariés. Il existe plusieurs sanctions: avertissement, blâme, mutation, rétrogradation, mise à pied disciplinaire, licenciement pour cause réelle et sérieuse, licenciement pour faute grave, licenciement pour faute lourde. Ça, ce sont les sanctions autorisées. Sont interdites les sanctions pécuniaires. Et donc, si la sanction a un impact sur mon contrat de travail, alors j'ai un entretien préalable. J'espère que c'est plus clair pour vous et je vous souhaite une excellente journée.